Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Au vu de ce marché, c'est un petit peu compliqué, c'est dans la vague de ce que l'on a connu sur fin janvier, début février, et oui, on est quand même bien dans le rouge, encore et toujours avec une attaque baissière. Maintenant, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que c'est un bear trap ou pas? Jusqu'où on peut descendre? On a bien maintenu des niveaux clés, est-ce que ça a un impact concret sur les cryptos? À savoir que c'était un mouvement purement crypto, la macroéconomie n'a pas trop bougé, et justement, qu'est-ce qui va se passer si la macroéconomie s'enfonce? Jusqu'où on peut aller? Le programme est du coup lourd, mais les tensions sont aussi très importantes. Comme vous voyez, ce même coin qui est « je veux juste retourner à mon entrée, je ne veux plus faire de profit », qui est un petit peu ce que l'on ressent dans les commentaires et dans le Twitter. C'est-à-dire que on oublie la notion de potentiellement faire des profits et on veut juste repasser en positif. On veut juste ressentir du vert et non plus du rouge, et c'est plutôt classique. Et ça, c'est toujours important, la psychologie, j'arrête pas de vous le répéter, c'est ce qui fait que l'on tient ses positions, c'est ce qui fait qu'on est capable de pouvoir tenir, et quand vous ressentez ça, c'est plutôt positif. Alors, je sais, c'est compliqué à dire comme ça, mais c'est une réalité. Plus on va être dans le négatif, plus on va être dans ce sentiment-là, plus c'est positif, plus on aura un cours qui va repartir à la hausse. Alors oui, ça peut vous paraître dingue, mais je vais vous expliquer quand on analysera le Bitcoin dans quelques instants que c'est plutôt quelque chose d'inversé qu'on est censé avoir quand c'est réellement la fin du bull run. Vous allez vite comprendre pourquoi. Bon, en attendant, on fait un petit tour sur le S&P 500 parce que on est en haut. Voilà, on est en haut. Globalement, soit on arrive à faire ce breakout, soit on s'enfonce sur la partie basse. La probabilité d'aller retester quelque chose d'un petit peu plus bas est quand même plus grande, ça veut dire que potentiellement on peut avoir une pression baissière sur BTC, à savoir qu'on a chuté tout seul, donc il n'y a pas eu de mouvement baissier que ce soit au Nasdaq ou au niveau du S&P 500, alors oui, un tout petit, mais c'est pas suffisant pour expliquer la petite baisse que l'on a eue hier. Donc pour moi on est plutôt dans quelque chose qui se tient, qui se maintient au niveau de la macroéconomie, et on doit être un petit peu en tension par rapport à ça. Et ce qui va être important de voir, c'est comment on va réagir si on a Nasdaq et S&P 500 qui baissent, comment BTC va résister. C'est vraiment le plus important qui nous intéresse, et ça je pense qu'on aura la réponse très vite. Dans les autres nouvelles qui sont plutôt positives, toujours macroéconomie, on va avoir Jérôme Powell, donc président de la Fed, qui est intervenu. Suite à une question, il déclare qu'il ne créera pas de monnaie numérique de banque centrale, les CBDC. On avait peur depuis un certain temps que la CBDC allait arriver. Quand j'ai un certain temps, même en 2021, on en parlait. C'est une grande peur. On disait que c'était la fin des crypto-monnaies. Ça y est, c'est acté. En tout cas, aux USA, il n'y aura pas. Jérôme Powell l'a dit. Trump l'a signé. Donc globalement, on est plutôt bien de ce côté-là. Et aussi, dans cette même intervention, on va avoir ici Jérôme Powell, toujours, qui explique qu'il ne comprend pas, en tout cas il est plutôt déçu qu'il y a eu un problème de débancarisation au niveau de la crypto. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une reconnaissance petit à petit de cette opération Choke Point qui a eu lieu post-2022, post-FTX, vraiment 2023, après la clôture de SV Bank et de Signature Bank. Les projets crypto n'avaient plus la possibilité de se bancariser, et a priori, ce n'étaient pas les seuls. Il y a d'autres industries, d'autres typologies qui avaient beaucoup de mal à pouvoir ouvrir un compte bancaire sous direction directe du gouvernement. Donc là, ça facilite et ça libère la parole, et ça libère aussi les actions, et c'est quelque chose qui est positif pour l'économie crypto. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Bon, on continue, toujours dans les grosses nouvelles. Aujourd'hui, nous avons l'IPC qui va tomber. Après, on a la déclaration de Jérôme Powell, 16h, pareil, continuité de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc peut-être des grosses annonces ou pas, ou des prises de position sur l'inflation. Surtout que l'IPC sera sorti un petit peu avant, donc on risque d'avoir un petit peu de mouvement sur la macroéconomie. C'est ce qu'il va falloir surveiller sur l'impact sur Bitcoin. Dans les autres nouvelles autour des cryptos, on a un gros momentum qui est en train de se créer pour Solana et Franklin Templeton qui lance son trust dans le Delaware. On a tous les ETF qui sont en train d'être reconnus par la SEC. Ça sent quand même très bon de ce côté. Alors, est-ce qu'il y a que ça comme bonne nouvelle? Non, nous avons aussi Goldman Sachs qui, ça y est, a dépassé les 1,5 milliard de dollars dans les ETF Bitcoin et 476 millions sur les ETF Ether. Ether qui est toujours en souffrance par rapport aux ETF Bitcoin, bien que on voit qu'on tient ici des injections de liquidités contrairement à BTC.
Tiens, parlant de BTC, on va aller faire un tour parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Première chose, c'est que oui, on a eu un dump hier qui a été assez fort, où on est passé ici de 98 500 à globalement aller retester les 95 000. Un petit peu en dessous, mais ça n'empêche que ça a fait peur sur les altcoins qui ont pris une claque, oui, mais aussi sur BTC qui est allé liquider quand même pas mal de choses. Et c'est là où c'est intéressant, on prend un petit peu de recul, on va juste nettoyer dans un premier temps, bien montrer que depuis le bear market qui se trouvait ici en 2022, on a eu quand même une belle accélération au niveau de BTC. Là-dessus, vous allez me répondre oui, mais les alts, on est d'accord, ça n'empêche que BTC et certains alts ont vraiment surperformé, donc l'un dans l'autre, on a quand même un momentum qui est bien présent, qui est plutôt très bullish sur BTC, qui est bullish sur certains alts, peut-être pas sur tous, c'est une réalité, mais ça n'empêche que on est quand même dans quelque chose qui est fort et bullish. Maintenant, la question des alts, je vais y répondre dans quelques instants. La question des alts, je vais y répondre à la fin de cette vidéo. En attendant, sur BTC, ce qui est important de voir, c'est que oui, on est dans une phase de consolidation, après une hyper-accélération, et c'est quelque chose qu'on a vu quand même sur ce cycle, hein, accélération, consolidation, accélération, consolidation. On espère juste pas se manger une consolidation qui va durer pareil 280 jours comme là, quelque chose qui va tenir. Mais est-ce que c'est anormal, étant donné que nous sommes quand même dans cette phase d'accélération entre le début du bull run et la fin du bull run, donc on est, on va dire, dans la fin du premier tiers, on se rapproche de la moitié en termes de temporalité. Est-ce que c'est normal d'avoir ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a déjà vécu? Si on regarde le début du bull run sur la même typologie que celle que je vous ai montrée ici, d'accord, pour cette ligne-là, ça représenterait ici, novembre 2020, si on regarde là où on se trouve par rapport à ça, on se trouverait ici, d'accord, dans la zone de correction à moins 26% qu'on a connu en 2021, ok, sur 2017, parce que tout le monde dit qu'on se ressemble beaucoup plus à 2017, ce qui est, je pense, une réalité, on se trouverait, obligé de bien écarté, le début se trouverait ici, on voit que c'est quand même assez chaotique, et ensuite, on se trouverait où? On se trouverait ici, dans la zone de correction très forte que l'on a connue justement en juin 2017, juillet 2017, été 2017, donc plutôt classique. Est-ce que c'est anormal? Non, ce n'est pas anormal, c'est compliqué à vivre, ça c'est une réalité, mais rien n'empêche que c'est plutôt conforme. J'arrête pas de vous le répéter, psychologie first, la psychologie est très importante, donc l'un dans l'autre, on prend du recul, on est plutôt bien, il faut patienter, jusqu'où on va descendre, ça va être compliqué, est-ce que on va se faire encore racketter sur les altcoins? C'est possible, je vais vous expliquer ça. Bon, on va être obligé de faire un petit tour sur la chute, comprendre ce qui s'est passé concrètement, on est allé chercher de la liquidité, mais surtout en même temps la renforcer. Moi ce qui me gêne, c'est qu'on n'est pas allé chercher ici ce petit mouvement-là. Le fait d'avoir renforcé la liquidité ici, et on le voit très bien là, à partir du moment où on est allé, hop, renforcer la liquidité, on voit bien un changement de couleur, qui se trouve là, où on a bien une augmentation des liquidités qui se trouve en dessous de ce niveau-là. Et on est allé la chercher sans aller chercher les liquidités au-dessus. D'accord? Si on était allé chercher potentiellement ici un retest de 103 000, ça aurait été logique d'aller chercher plus bas tout de suite. Et c'est pour ça que la question du bear trap est réelle. C'est-à-dire que quand on regarde juste le mouvement en lui-même, ici, on pourrait se dire qu'on est bien dans une forme d'accumulation qui aurait pu commencer ici au niveau du 7 février 2025 pour pouvoir rééclater à la hausse. La problématique que l'on a, c'est qu'on n'a pas fait des mouvements plutôt classiques par rapport à ça, avec ici une impulsion baissière qui est trop forte par rapport à la prise de liquidité que l'on a là. On aurait dû avoir une réaction beaucoup plus forte, là ce n'est pas le cas. Du coup, je reste dans l'expectative de me dire que potentiellement on peut remonter jusqu'au niveau des 97 800 pour chuter, voire même chuter tout de suite, mais il va falloir vraiment regarder ici le retest que l'on aura là, sur la zone baissière, pour ensuite aller retester la partie basse. Mes targets par rapport à ça restent toujours les mêmes, on change pas, 93 500 ici, voire le vraiment bad range qui serait dans les alentours des 91 000 à surveiller. Est-ce que je vois une cassure tout de suite? Non, je ne vois pas de cassure tout de suite. Si jamais on break, il est possible qu'on aille retester cette partie-là, mais je n'aimerais pas, parce que ça veut dire qu'on remettrait en cause ici cette impulsion baissière, et il ne faudrait pas remettre en cause ce niveau-là pour bien garder en fait ici un range pour repartir à la hausse. Et si vous couplez ça avec ce que je vous ai présenté en début de vidéo, pour rappel, c'est sur ce qui se passe sur le Nasdaq et le S&P 500, on est quand même bien en hauteur par rapport à tout ça, et on peut se poser la question, si on va encore se faire rejeter, aller chercher plus bas pour repartir, comment on va gérer BTC cette chute? Et est-ce que ce sera quelque chose qui sera très fort en liquidation ou non?
Bon, j'ai tendance à vous dire qu'il y a moyen qu'on soit moins liquidé, parce qu'on a déjà liquidé beaucoup de monde, on n'est plus trop à levier, le funding rate est plutôt calme, donc on est dans quelque chose qui est plutôt structuré. Bon, maintenant, le problème, c'est les alts, on va pas se le cacher, les alts, c'est une autre paire de manches. Mais avant que j'oublie, la semaine prochaine, j'organise un live avec Ledger pour pouvoir parler sécurité, comment gérer votre sécurité d'ordre général au niveau de vos cryptos, au niveau de vos investissements. Bref, on va passer en revue tout, Ledger ou pas Ledger, Cold Wallet ou pas, Hot Wallet, bref, on va tout revoir. C'est important, c'est intéressant, et ça se trouvera sur la communauté privée gratuite. Vous pouvez vous inscrire, c'est en commentaire en description, et ce sera mercredi prochain, si jamais vous voulez participer. Bon, la question des altcoins. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau des altcoins? Pourquoi on n'arrive pas à s'en sortir? Pourquoi on est en sous-performance? Et pourquoi surtout le delta entre Bitcoin et les altcoins est en train de s'agrandir? C'est ça le gros problème psychologique, c'est que on voit Bitcoin qui est en train de s'envoler, les altcoins qui sont en train de s'enfoncer. Je vous ai fait une vidéo dessus, d'ailleurs, sur le poids psychologique que ça a, et que c'est quelque chose que l'on a déjà vécu à plusieurs reprises, l'écart entre les deux, et plus on a un écart, mieux c'est, plus justement on a une chance de poser un bottom pour pouvoir repartir. Bon, l'autre facteur qu'il y a, c'est un facteur de réglementation. Et là, malheureusement, on est en attente. On est clairement en attente. La SEC est en train d'attendre d'avoir un nouveau président pour pouvoir définir l'agenda crypto. Donc, si on n'a pas de président de la SEC, il n'y aura pas de changement de ce côté-là. Il faut que la SEC statue déjà son périmètre crypto. Est-ce que oui ou non, les cryptos appartiennent encore à la juridiction de la SEC ou à la CFTC? On va regarder ça dans quelques instants. Et surtout, on veut que on détermine les cryptos, et notamment Ethereum, comme étant une commodities, non plus une securities. Si on a ça, ce sera le début de la altcoin season. Voilà, c'est juste ça qui nous manque principalement. L'autre chose, c'est que on définisse peut-être que les cryptos ne soient pas gérés par la SEC, mais plutôt par la CFTC, qui est l'autre institution, et la CFTC va avoir comme président un pro-crypto qui était directement dans un fonds d'investissement crypto, un des plus gros aux États-Unis. Donc là, on aura quelque chose qui sera vraiment très positif. Et c'est pour ça qu'il va falloir surveiller de très près. Si en effet Ethereum appartient à la SEC et qu'on détermine comme étant une commodities, voilà, on a plus ou moins le début de la alt season, parce que si Ethereum est une commodities, 90%, 99% des cryptos seront des commodities, et si jamais ça appartient à la CFTC et qu'on détermine de la même façon, bon, on est parti aussi. C'est clairement ce que l'on attend. Et pourquoi Ethereum? Parce que Ethereum, c'est la deuxième plus grosse crypto, parce que c'est celle qui possède le plus d'argent bloqué dessus, c'est celle qui a la plus de liquidité, c'est celle qui porte une grosse partie de la finance décentralisée, et que si Ethereum est reconnu comme une commodities, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la totalité des cryptos le seront aussi. Donc pour finir, il faut continuer à serrer les dents, c'est toujours compliqué si on n'a pas de liquidité pour pouvoir réinjecter. On se transforme dans un sac de sable qui se fait taper par le marché, c'est jamais plaisant. Mais l'investissement en crypto-monnaie, c'est un jeu de patience, et c'est toujours ça, et c'est pour ça que c'est compliqué à tenir, et c'est pour ça qu'il y a peu de personnes qui réussissent. Ce sera tout pour la quotidienne, j'espère que ça vous a aidé. Si c'est le cas, n'oubliez pas, avant de partir, on like, on partage et on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.